L'écrivain de science-fiction Arthur C. Clarke a écrit 2001 l'Odyssée de l'espace en 1968, roman sur une future mission avec un équipage humain vers Jupiter en l'an 2001. Il s'est trompé dans les grandes largeurs. On n'a même pas encore renvoyé des gens sur la Lune. Mais à sa défense, il s'avère que prédire l'avenir est notoirement difficile. Toutefois, certaines choses ne sont pas si difficiles à prédire. Par exemple, avec le déploiement réussi du télescope spatial James Webb, nous pouvons prédire sans risque que de très nombreuses exoplanètes seront découvertes pour la première fois. Ces exoplanètes seront vues dans la lumière infrarouge qu'elles émettent, et non dans la lumière visible. Leurs atmosphères seront identifiées en fonction des gaz qu'elles contiennent. Les manifestations de la vie comme l'ozone, le méthane, l'oxygène et le dioxyde de carbone pourront être détectées si la vie est présente. Les civilisations vivant sur l'une de ces exoplanètes pourront être détectées par les modèles de chaleur de leur ville. Encore une fois, si ville il y a. Il y a aujourd'hui de nombreuses découvertes et inventions dans les laboratoires, ainsi que des groupes de réflexion sur la recherche à venir dans les 10 prochaines années. Tout cela n'est pas seulement très excitant, mais change aussi la vie au niveau social et personnel. Tout comme lorsque les ordinateurs et les téléphones portables ont été produits en masse et distribués dans le monde entier en l'espace de 2 décennies, ce qui a totalement changé la façon dont nous gérons notre vie quotidienne, il y a des choses qui apparaissent aujourd'hui et qui feront paraître nos vies actuelles démodées. La première prédiction de Sympa, nous aurons une langue mondiale unique. Tous les peuples du monde pourront se parler et se comprendre instantanément grâce à des dispositifs de traduction universelle portables et ou implantés. Les systèmes de communication électronique instantanée ont commencé à modifier la société avec l'arrivée du télégraphe et du téléphone au XIXe siècle. Mais la communication personnelle entre différents peuples et cultures est restée bloquée en raison des différences de langue parlée. Cette barrière sera tombée aux oubliettes de l'histoire d'ici 10 ans. Les appareils de la langue unique mondiale vont ouvrir les yeux et les oreilles. L'intelligence artificielle est la technologie qui permettra à ce langage universel d'émerger. On peut aussi s'attendre à de nombreux autres avantages procurés par l'IA. Elle permettra notamment à la société de se passer de l'argent liquide comme moyen d'échange économique. Il est possible que cela se produise dans les 10 prochaines années. Les difficultés que la société rencontre actuellement avec les différents systèmes monétaires ne sont pas acceptables dans un monde qui ne s'homogénéise pas, mais s'harmonise. Chaque personne sera branchée sur un système économique mondial conçu de manière optimale par l'IA. Cette dernière commencera aussi à déterminer les décisions nationales dans un cadre international de coopération, de coordination, d'arbitrage et de médiation. La guerre deviendra une chose du passé, obsolète, contre-productive pour le développement humain et la coordination économique. Cela peut se produire dans les 10 ans à venir. Là, tu commences peut-être à douter de ces prédictions. Mais garde tes doutes pour toi pour l'instant. Lorsque les astronautes sont allés sur la Lune pour la première fois et qu'ils ont regardé en arrière pour voir notre belle Terre dans l'espace, l'humanité s'est transformée. Tous les développements unificateurs dont nous avons été témoins depuis peuvent être liés à cette vision de nous-mêmes dans l'espace. Et en parlant d'espace, 2 développements dans les technologies des télescopes ont de bonnes chances d'entrer en jeu au cours de la prochaine décennie. Les télescopes à miroir liquide et les télescopes à gaz ionisé sont tout à fait possibles. Les liquides en gravité zéro se transforment eux-mêmes en une surface réfléchissante. Aucun polissage ni aucune optique adaptative ne sont nécessaires. Une énorme surface réfléchissante peut être créée en orbite, si grande que nous pourrions probablement voir les sourires sur les visages des habitants des exoplanètes, s'ils existent, et 1 million d'autres choses trop petites pour être vues avec le télescope spatial James Webb. Ce n'est pas une plaisanterie. La NASA a déjà adhéré à cette idée de télescope à miroir liquide et le teste dans l'espace en ce moment même. Le gaz ionisé, quant à lui, est aussi parfaitement réfléchissant. Avant de parler d'un certain cratère sur la Lune, n'oublions pas que nous avons déjà prévu une mission d'astronautes sur la Lune, appelée la mission Artemis, et qu'elle est presque prête à partir. Bientôt, tu verras des astronautes sur la Lune, et ils porteront des combinaisons spatiales toutes neuves et très belles. Mais pour en revenir à cette histoire de cratère, un cratère lunaire d'1 kilomètre de large pourrait être inondé de gaz ionisé et électrifié avec des générateurs pour créer un miroir télescopique géant à gaz ionisé. Et qui sait ce que nous verrions avec un tel miroir ?
Les plaques d'immatriculation des véhicules sur les exoplanètes, si elles en ont? Bon, on s'emballe peut-être un peu. Après tout, on ne parle que des 10 prochaines années. Mais tu comprends maintenant pourquoi Arthur C. Clarke s'est tellement emballé lui aussi. Ici, sur la Terre, nous pourrions revoir les aurochs, les dodos et les mastodontes d'ici 10 ans. Nous avons déjà récupéré l'ADN complet de ces créatures disparues, et avec la science de l'épissage des gènes qui semble prendre de l'ampleur, ces espèces d'animaux, et probablement d'autres aussi, devraient pouvoir être reproduites d'ici 10 ans ou moins. Chacune de ces espèces animales a été chassée par les humains jusqu'à l'extinction. Si bien que les ramener à la vie soulagerait ne serait-ce qu'un tout petit peu notre conscience écologique. Pour le T-Rex, en revanche, on va réfléchir un peu. Le béton pourrait être totalement remplacé dans les 10 prochaines années, et il devrait l'être au plus vite, parce qu'il n'est pas vert. En séchant, le béton dégage du dioxyde de carbone, un gaz à effet de serre. L'utilisation du béton dans la société moderne est responsable de 8% de toutes les émissions de dioxyde de carbone dans le monde. De plus, le béton moderne perd son intégrité structurelle après environ 80 ans et commence à s'effriter. Nous devrions apprendre des anciens Romains. Le béton romain devient au contraire plus solide au fil du temps. Le professeur Joseph Davidovits, le père de la science des géopolymères, a montré que le béton antique ne séchait pas au sens où nous l'entendons. Il s'anélise, c'est-à-dire qu'il sèche sans rétrécir ni dégager de dioxyde de carbone. À ce jour, la formule de ce béton ancien n'a pas été retrouvée, mais la science des géopolymères travaille dur dans ce sens. On devrait commencer à voir le béton disparaître et les matériaux de construction géopolymères arriver dans les 10 prochaines années. Nos vêtements vont changer du tout au tout. Les techniques de fabrication des tissus en nanofibres continuent d'être perfectionnées. Ce qu'il n'était possible de fabriquer que sur de petits échantillons de tissu il y a quelques années se transforme rapidement en une technique de production de masse. Nous aurons bientôt des vêtements sans couture en nanotissus très doux et très résistants. Et ce n'est pas tout. La production de nanofibres se mêle à la microélectronique de façon vraiment révolutionnaire. Nos vêtements pourront être capables de sentir, de telle sorte que nos vêtements deviendront une partie de notre corps. D'ici 10 ans, on devrait voir ce type de vêtements apparaître sur les podiums des défilés de mode. On devrait aussi voir de grands changements dans les transports. Les jets de passagers supersoniques promettent d'être monnaie courante d'ici 10 ans. Pendant plus de 25 ans, des années 1970 au nouveau millénaire, nous avons eu le Concorde, un avion français qui pouvait voyager à plus de 2 fois la vitesse du son. Mach 2,02 pour être précis. Il a été retiré pour des raisons de sécurité en 2003. Tout semble maintenant prometteur pour le retour des vols supersoniques de passagers. United Airlines a passé une commande de 13 jets supersoniques pour commencer les vols internationaux de passagers d'ici à peine 7 ans. Le trafic automobile est déjà en train de changer. Les voitures électriques, les voitures à conduite autonome et les modèles hybrides sont déjà sur les routes et dans les rues. D'autres changements sont à venir, car l'essence est de moins en moins plébiscitée. À l'heure actuelle, des véhicules fonctionnant à l'hydrogène sont développés à titre expérimental. Une nouvelle source d'énergie sûre pour les voitures, camions, bateaux, trains et avions trouvera-t-elle sa place sur le marché d'ici 10 ans ? La vitesse du développement technologique n'est pas le seul facteur déterminant. Les préférences des gens sont aussi une grande force motrice. Et ce que l'on constate aujourd'hui, c'est un changement de conscience parmi les populations. Les gens veulent un avenir meilleur et le plus vite possible. Ce changement dans les attentes du public est ce qui motive réellement l'invention, l'innovation et les changements sur les marchés des transports et d'à peu près tout le reste. Notre alimentation évolue elle aussi, et il le faut. Le phénomène appelé étalement urbain contribue à la confiscation de terres qui étaient utilisées pour la production alimentaire. Par conséquent, nous assistons à des changements dans notre agriculture. L'agriculture verticale ou fermes urbaines explose. La science qui se cache derrière l'agriculture verticale s'appelle l'hydroponie. Il s'agit de faire pousser des aliments dans un liquide plutôt que dans de la terre. Les écoles d'agriculture du monde entier se penchent sur l'hydroponie, cherchant comment augmenter la nutrition, réduire le coût de la production alimentaire et augmenter son attrait pour nos palais. Nos océans souffrent de la surpêche des pays développés. La pisciculture devient indispensable. Récemment, les Amis de la Terre ont publié un rapport sur l'aquaculture qui a fortement critiqué certaines pratiques actuelles de pisciculture tout en faisant une série de recommandations pour l'améliorer.
Les choses semblent aller de l'avant pour l'élevage de poissons au niveau industriel, que ce soit dans des bassins de confinement dans l'océan ou sur Terre. La bonne nouvelle est que les poissons coopèrent admirablement en restant en bonne santé et en se reproduisant. Il se peut simplement qu'ils se portent mieux lorsqu'ils n'ont pas de prédateurs qui les traquent en permanence. Bref, accroche-toi bien, le futur arrive à toute vitesse. Et vu d'ici, il s'annonce plutôt bien. Beaucoup d'opportunités de nouvelles carrières dans de nombreux domaines, des innovations qui arrivent sur le marché et de nouveaux produits qui créeront de nouveaux modes de vie. Ce que l'on ne sait pas, en revanche, c'est quel genre de coiffure on portera dans 10 ans. Imagine qu'on soit en 2025 et que notre planète ait complètement changé. L'élévation du niveau des mers, les phénomènes météo extrêmes et l'océan de plus en plus acide ne sont que quelques-uns des problèmes auxquels les gens sont confrontés depuis des années. Mais dans l'une des plus grandes villes côtières du monde, la situation est devenue trop grave. C'est par une journée ensoleillée du mois de juin qu'un violent tremblement de terre a secoué toute la ville. Le sol s'est soulevé et a tremblé, et les bâtiments ont dangereusement oscillé. Les gens ont couru dans les rues, paniqués pour se mettre à l'abri. Mais dès que le sol s'est stabilisé, les habitants de la ville ont réalisé le véritable danger. Un mur d'eau de près de 30 mètres de haut se précipitait vers la ville, propulsé par la force du tremblement de terre. Le tsunami a frappé la ville avec une force inimaginable. Des quartiers entiers ont été anéantis et des milliers de personnes ont perdu la vie. Mais c'est là que les choses deviennent intéressantes. Après la catastrophe, les autorités de la ville ont réalisé qu'elles ne pouvaient pas se contenter de la reconstruire telle qu'elle était auparavant. Il fallait être mieux préparé à la prochaine catastrophe potentielle. C'est ainsi qu'elles ont conçu un projet incroyablement ambitieux, construire une ville sous-marine. L'objectif était de créer une ville autosuffisante et durable sous la surface de l'océan, capable de résister à n'importe quelle catastrophe naturelle. La ville sous-marine serait alimentée par des énergies renouvelables, notamment l'énergie marémotrice et des panneaux solaires sous-marins. Elle serait conçue pour résister à des conditions météo extrêmes et disposerait de ses propres systèmes d'intervention d'urgence. Le projet a attiré certains des meilleurs scientifiques, ingénieurs et architectes du monde. Ils ont travaillé sans relâche à la conception de la ville et ont soigneusement étudié chaque aspect du projet. La ville sous-marine aurait tout ce qu'une ville normale possède, des écoles aux hôpitaux en passant par les magasins et les restaurants. Il y aurait des fermes sous-marines où les poissons et autres créatures marines pourraient se développer. La ville aurait même son propre système de transport, des sous-marins avancés et des tunnels sous-marins reliant les différentes parties de la ville. Le projet a fait naître une lueur d'espoir chez les habitants. Cela prouvait que même face à un désastre, on pouvait s'unir pour créer quelque chose d'extraordinaire. Mais au fil du temps, le projet n'a plus semblé aussi idéal. Son coût s'est avéré plus élevé que prévu. On se demandait également combien de temps une telle ville pourrait durer, car après tout, l'océan est imprévisible. Et pourtant, l'équipe de scientifiques et d'ingénieurs n'a jamais baissé les bras. Après des années d'essais et d'erreurs, ils ont finalement créé la ville sous-marine parfaite. Une merveille d'ingénierie, un écosystème autonome qui pourrait faire vivre les gens indéfiniment. Les bâtiments ont été construits dans un matériau capable de résister à l'immense pression qui règne au fond de l'océan. Et la ville elle-même était alimentée par un réseau de turbines hydroélectriques perfectionnées. La première vague de colons n'a pas tardé à arriver. Il y avait différentes personnes dans ce groupe et chacune d'entre elles avait ses raisons de choisir de vivre dans ce nouveau monde sous l'eau. Certains étaient des aventuriers à la recherche d'un nouveau monde à explorer, tandis que d'autres espéraient échapper aux catastrophes naturelles qui faisaient rage sur la terre ferme. Mais malgré leurs différences, toutes ces personnes partageaient un objectif commun: construire une nouvelle société en harmonie avec le monde naturel. La cité sous-marine a prospéré et de nouvelles découvertes ont été faites chaque jour. Les colons ont développé de nouvelles technologies et des moyens de dompter la puissance de l'océan. Ils ont appris à cultiver la mer et ont commencé à cultiver des jardins sous-marins qui leur fournissaient une alimentation régulière. Mais vivre sous l'eau n'était pas de tout repos. Les gens se sentaient isolés et même claustrophobes. La situation est devenue critique lorsqu'un groupe d'activistes a commencé à protester contre les plans d'expansion de la ville. Ils ont fait valoir que la ville sous-marine constituait une menace pour l'environnement qu'elle était censée protéger, et que les colons devaient s'efforcer de réduire leur impact sur la délicate vie sous-marine. La protestation a suscité un débat animé parmi les colons. Certains d'entre eux ont affirmé que la survie de la ville dépendait de sa croissance et de son expansion. D'autres ont affirmé que la ville devait donner la priorité à la protection de l'environnement avant tout. Finalement, un compromis a été trouvé.
La ville continuerait à s'étendre, mais la priorité principale serait la durabilité et une attitude responsable vis-à-vis de la nature. Les colons feraient de leur mieux pour réduire leur impact sur l'environnement en utilisant les nouvelles technologies et en suivant des règles de conservation strictes. Et ils se souviendraient également de l'importance de protéger l'océan et son écosystème fragile. Les années ont passé et la ville sous-marine a continué à prospérer. De nouvelles générations de colons sont nées et elles ont grandi dans un monde entièrement différent de celui que leurs ancêtres avaient connu. Ils n'ont jamais vu le monde de la surface, mais ont apprécié la beauté et la complexité du monde sous-marin qu'ils considéraient comme leur foyer. Au fil des années, la ville est devenue un symbole d'espoir pour un monde aux prises avec les effets dévastateurs du changement climatique. Elle a montré qu'en dépit de toutes les difficultés, les gens pouvaient s'unir pour créer un monde meilleur. Elle nous rappelle que l'avenir n'est pas gravé dans la pierre et que nous pouvons le construire de manière durable et en harmonie avec le monde naturel.